sur le bord du Saint-Laurent. Pip, pam, c'est l'amour, c'est sur le bord du Saint-Laurent. Il y avait 3 jolies filles. C'est sur les bords du Saint-Laurent, une tribu montagnaise nomade du Caribou qui passe l'été au bord de la mer. Située sur les rivages du Golfe, tout près du détroit de Belle-Île, la réserve montagnaise de la Romaine dépend d'un immense arrière-pays couvert de forêts maigres, de lacs innombrables et de mousses épaisses, où le caribou indispensable se rassemble, passe et diminue. Les montagnais de la Romaine, en plus d'être catholiques pour le missionnaire, pratiquent une religion du caribou. Parce que les premières nécessités, quand elles sont grandes au point de devenir tragiques, se transforment facilement en croyances. Une raquette montagnaise en forme de queue de castor n'est en somme qu'une liturgie de cette foi très simple qui se résume en peu de mots. Le caribou donne le cuir à la raquette et la raquette donne le caribou aux montagnais de la Romaine. Cependant, la raquette et le fusil et le chasseur conjugués ne suffisent pas à rejoindre le caribou agile et lointain. C'est pourquoi dans chaque village montagnais, un sage un peu sorcier est chargé de la fabrication du tambour. L'action de tendre sur la cage fragile et creuse ce ventre de peau pour enfermer l'oiseau des sons procure aux montagnais cet instrument des sortilèges qui assure la chasse d'un peuple chasseur. De même, l'Indien qui connaît l'art de faire parler le tambour est aussi respecté que le meilleur chasseur. Son chant sacré qu'il est seul à connaître s'adressera au caribou pour l'attirer dans les pièges du rêve. C'est pourquoi un joueur de tambour se recueille avant d'attaquer les sons. Parce qu'il est responsable du tambour qui donne le rêve et du rêve qui donne la chasse. L'espace et la distance, en effet, n'appartiennent pas complètement au chasseur. Et la raquette la plus rapide et la plus parfaite ne traverse qu'un lac à la fois, ne longe qu'une rivière à la fois, et elle peut bien avoir choisi la mauvaise direction. C'est pourquoi un joueur de tambour se recueille avant d'interroger les sons sur un tambour neuf. Avec le marteau taillé dans un fémur de caribou, il cherche à dérober les cadences enfermées dans la cage. Il les rassemble en rythme, il les conjugue en évocation, il les élève jusqu'au rêve, afin de mettre le cœur et l'esprit des chasseurs sur les traces du caribou. Le caribou donne la peau du tambour, le tambour donne le rêve du chasseur, et le rêve
donne le caribou. Ayant suivi un rêve dicté par le tambour, et après 5 jours de marche, ils ont rencontré le caribou sur les bords du lac Mousquaro. Alors un grand chasseur, Alexandre, au visage plus rusé qu'une trace de loup, pour enseigner aux jeunes chasseurs, aussitôt la bête abattue d'une seule balle, commence le récit. Et c'est comme si la chasse avait besoin de la parole pour être parfaite. Comme si le chasseur se devait de rendre sur place hommage à la vaillance du caribou. Il est remarquable que 5 chasseurs chargent toujours le plus ancien d'entre eux du soin d'abattre le caribou, parce qu'il s'agit moins d'un exploit de chasse que d'un geste sacré. Après ces événements, Alexandre continuera le récit d'un caribou tué d'une seule balle afin d'apaiser les esprits de la bête qui se nomme Atiouk en montagnais. Le caribou, parmi tous les animaux de la forêt, c'est certainement la meilleure viande, la plus succulente. Ils mangent le caribou pour avoir la force du caribou. Ils ont besoin de la force du caribou pour chasser le caribou. Si on en a fait qui la viande de caribou, on en a mangé après que le caribou était tué. Pour ça que je voulais absolument le tuer, c'est pour manger de la viande. J'avais assez hâte de manger de la viande de caribou. Aussi bien chaque fois que les chasseurs reviennent au village après une bonne chasse, toute la tribu se réunit autour d'un grand plat où la moelle et la graisse provenant de l'ébullition des eaux brisées ont été ensemble mises à refroidir. Tel est le makoucham. Au banquet du makoucham, les vieillards mangent d'abord à leur faim, comme s'ils craignaient que là où vont les morts ne se trouve pas un mets de cette qualité. Ensuite, les chasseurs par rang d'âge. D'abord ceux qui tirent le caribou, puis les plus jeunes ceux qui tirent la perdrix et le canard, qui piègent le vison et le castor, qui chassent la belette et l'écureuil. S'il en reste, les femmes viennent à leur tour, celles qui lassent les raquettes, celles qui font les mocassins. Ensuite viennent les enfants, qui attendent du caribou la survivance d'une tribu de chasseurs montagnais. Les vieux arrivent les premiers. C'est les vieux qui sont invités les premiers à manger. Eux, les vieux, parce qu'ils doivent manger du caribou. Ils n'ont plus pour longtemps à profiter sur la terre du caribou à manger. On les sert les premiers, puis eux, quand ils étaient jeunes, ils chassaient le caribou. Ils nourrissaient les jeunes. Maintenant, c'est à leur tour d'être nourris par les jeunes.
Cette nuit, un très vieux chasseur a mangé le dernier Makoucham. Il connaissait le canot et les rivières, les lacs et les tourbières. Autrefois, il fut à son tour celui qui ouvre la marche. Et il n'était pas fatigué, ni ne ralentissait le pas. Longtemps, il fut à son tour celui qui chasse avec sagesse. Et à la halte du soir, qui repart avant même de se reposer, pour revenir 1 heure plus tard, une perdrix dans son sac, ou un porc-épic sur son dos. Ensuite, il fut à son tour celui qui rabat le caribou. Et après avoir traversé 10 lacs, il n'est pas encore fatigué, parce qu'un jour n'est pas assez long pour dépenser la force d'un Indien. Enfin, il fut à son tour celui qui connaît les lacs et tous les usages du caribou. Celui qui sait lire dans les rêves et sur la neige et sur la mousse. Celui qui devine la bonne coulée où le caribou passera et jamais il ne le manque d'une seule balle. Un jour, il entreprit de vieillir à son tour. Ses membres se sont retournés contre lui. Il s'est accroupi. Il n'a plus beaucoup parlé. Il a beaucoup rêvé, jusqu'à ce qu'il suive son rêve là où les autres ne peuvent pas l'accompagner. Cependant, les Indiens ont gardé dans les tempêtes mémoire de son nom pour le profit de ses enfants. Ils ont dit qu'il a tué plus de caribous que ses pères. Ils ont évoqué par leur nom tous ses ancêtres, jusqu'au Mistapéo, qui fut le père de tous les chasseurs. Jusqu'au Mistapéo, qui est le grand homme. Jusqu'au Mistapéo, qui est cette âme exceptionnelle du chasseur que seuls les montagnais reçoivent à leur naissance. Alors ils ont raconté qu'il a mangé le dernier Makoucham et rendu à ses fils le Mistapéo. Et ils ont parlé de la mort du chasseur jusqu'à ce que la tempête apaisée leur rende les sentiers où ils dépenseront lentement toute une vie montagnaise. Parfois, ils affrontent un portage entre 2 lacs où les hauteurs s'objectent au passage de 5 chasseurs revenant du grand lac Mousquaro. Alors, à 4 pattes dans la neige folle, à plein collier, à pleines dents, le traîneau chargé de caribous, ils accomplissent les récits qui tourmentent les tempêtes. Ils survivent le Mistapéo qu'ils tiennent de leur race. Et ils refont les mêmes gestes sur les mêmes pistes, dans le même espoir d'être reconnus un jour par leur nom de chasseurs de caribous.
Ces hommes en secret peuvent accomplir certains exploits surhumains. Ne disent-ils pas qu'un Indien n'est jamais fatigué? Ce qui signifie qu'il continue à marcher, même si la fatigue l'envahit, parce qu'il doit avoir la force d'aller un peu plus loin, un peu plus vite, s'il veut atteindre le caribou. Ils doivent sans cesse défendre leur vie contre l'espace parce que la distance est leur pire ennemi. Et par l'acte du campement, ils affirment leur puissance sur cet espace qui est aussi leur demeure. Camper n'est pas seulement le dernier épisode du jour, mais pour celui qui sait tout à propos de la chasse, une précieuse connaissance du soir, de l'eau, du feu et du rêve où passe le caribou. En moins de 30 minutes, ils établissent un campement parfait, comportant tout le nécessaire, évitant le superflu, sans compter une belle brassée de branches de sapin pour faire un lit moelleux à leur rêve de chasseurs, puisque selon eux, toute la chasse s'accomplit d'abord en rêve. De la même façon qu'ils ne dorment que sur un lit de branches de sapin, jamais à moins d'y être forcés, ils ne se contentent de la neige ou de la glace fondue pour faire le thé. Alors chaque soir, il faut trouver l'eau et presque creuser un puits dans la glace. Celui qui est chargé de ce travail prend tout le temps qu'il faut aux autres pour compléter le campement, et même il a besoin qu'on vienne à son aide. 2 pieds de neige enlevés, 4 pieds de glace à creuser chaque midi et chaque soir pour trouver l'eau et que le thé soit bon. Car aux endroits où l'eau ne gèle pas au pied des rapides, on ne peut plus camper depuis longtemps
parce qu'il ne reste pas de bois mort pour entretenir toute la nuit le petit poêle de tôle qui leur tient lieu de couverture. Camper n'est donc qu'un visage de la chasse, l'acte de tirer profit des nuits. D'ailleurs, ils ne diront pas que leur chasse a duré 12 jours, mais qu'ils ont dormi 11 fois dans leur voyage. Camper, c'est l'étape, la forme d'une journée, la distance parcourue, mesurée, l'endroit d'un prochain départ. Mais c'est aussi parfois une bonne adresse. Un lac Mousquaro pour le caribou, une rivière Olomane pour le porc-épic, une savane pour la perdrix blanche, des sapinages pour la perdrix grise, ou une rivière Ouachicouté pour la truite. Pour l'usage d'une seule nuit, ils ont rassemblé toutes les facilités de la forêt. S'ils passent un mois au même endroit, ils n'en font pas davantage. Ils auront dormi 11 nuits, ils auront marché 12 jours dans leur voyage, et durant 12 jours et 11 nuits, ils sont hantés par ce rythme intérieur sans lequel un chasseur ne pourra jamais atteindre le caribou. C'est pourquoi la raquette obéit au tambour. Sans le tambour intérieur, la marche serait insoutenable et se briserait aussi bien qu'une danse sans tambour. Toutes les paroles du tambour expriment les cadences infaillibles qui sont les battements d'un cœur puissant et secret et cherchent à les enseigner à un peuple par l'exploit de la danse, qui est une chasse symbolique. Le tambour exprime tous les mystères de la chasse et en racontant les exploits anciens s'efforce par l'exemple à prévenir les chasses à venir.
tambour enseigne les vertus de la chasse et exalte l'esprit de celui qui ferme la marche et tuera le caribou parce qu'il est chargé de cet office en vertu des préséances de la tribu. Le tambour dit combien de nuits il a fallu pour rapporter jusqu'aux maisons les viandes sacrées qui donnent aux marcheurs la force du caribou. Le tambour annonce aussi la mort du chasseur. C'est pourquoi il accepte la venue dans la danse de ceux qui à peine savent obéir au rythme de la danse. Il accepte dans la chasse ceux qui à peine savent obéir au rythme de la marche. Le tambour impose par la danse à tout un village et aux enfants d'un village les leçons de la chasse. Car la danse n'est en vérité qu'une façon de jouer les chasses passées, une façon de déjouer les chasses à venir. Et toutes les paroles du tambour sont des invocations caribou et des enseignements subtils qui maintiennent une tribu dans ses limites et ses puissances sur l'espace. Au pays de Neuve-France, pays des goélands, des caribous, des gibards, des dauphins blancs, des îles merveilleuses, des glaces flottantes et des hommes, qui se trouvent en travers du fleuve entre Québec et Blanc-Sablon, et y compris marais, récifs, archipels, battures, sablons et mirages. Il y avait trois jolies filles, il y avait trois jolies filles. Tarilala, pip, pam, pam, c'est l'amour, c'est l'amour. Tarilala, talalala.